Bonjour, je suis Caroline Boulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. Nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, nous recevons Justine Ners. Justine, bonjour. Bonjour. Justine, est-ce que tu peux te présenter ton activité? Bien sûr. Moi, c'est donc Justine Ners. Je suis aujourd'hui managing partner chez Artefact. Je suis arrivée chez Artefact il y a presque 10 ans, donc à l'origine de l'entreprise. Donc, on était une trentaine à l'époque. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on est 1500. Donc, j'ai vécu toute l'aventure Artefact depuis les débuts. Donc, au cours de ces 10 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'évoluer et d'occuper plusieurs responsabilités. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être account lead d'un grand compte Artefact, un de nos plus gros clients dans l'industrie, notamment des télécoms. J'ai eu également l'opportunité de créer toute notre offre autour de la gouvernance des données, que j'ai du coup développée en France et à l'international et qu'on déploie aussi aujourd'hui chez plusieurs de nos clients. Et plus récemment, donc ça fait de ça maintenant 3-4 ans, je m'occupe du développement de l'industrie de la santé pour Artefact en France et à l'international. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est l'histoire de cette industrie santé au sein d'Artefact? Bien sûr, donc cette industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui est relativement récente pour Artefact. Donc, comme je l'ai évoqué, on a commencé à la développer de manière massive il y a 4-5 ans. On travaillait avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique depuis nos débuts, donc depuis les origines d'Artefact en 2016, mais plus sur le volet santé grand public, donc c'est-à-dire par exemple, toutes les entités dans les laboratoires pharmaceutiques qui s'occupent de vendre les médicaments que vous pouvez acheter en pharmacie en libre service, par exemple Doliprane, etc. Donc, on travaillait avec ces acteurs-là sur le sujet data marketing, optimisation des ventes et toutes les activités un peu precision marketing qui sont vraiment au cœur de l'ADN d'Artefact. Et ensuite, on a effectivement basculé plus sur les branches pharma de ces laboratoires-là, notamment grâce à nos forces. Donc, on a vraiment capitalisé sur nos forces qui sont le sales and marketing pour arriver aussi à accompagner du coup ces acteurs-là dans l'optimisation du coup de leur modèle commercial. Donc, on était plus sur du B2B, comparaison avec effectivement les produits de santé grand public qui sont plus du B2C. Donc, on a commencé par tout ce qui est sales and marketing. On s'est vraiment fait une crédibilité, un nom dans l'industrie sur cette expertise-là. Également sur notre expertise data gouvernance. Donc, on a vraiment accompagné ces acteurs qui ont un patrimoine de données qui est très riche, très siloté dans la mise en qualité de leur patrimoine de données, dans l'accessibilité de leur patrimoine de données. Donc, on a vraiment commencé par nos forces. Et ensuite, du coup, toutes ces expériences-là nous ont permis effectivement de gagner en maturité sur les processus métiers qui sont liés notamment à l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est effectivement connaissance de leurs données en transverse, et nous a permis aussi de nous développer sur d'autres parties de la chaîne de valeur, donc notamment tout ce qui est R&D par exemple, tout ce qui est effectivement aussi industrie, supply chain, et ensuite toutes les fonctions support, finance, RH, etc. Donc vraiment aujourd'hui on les accompagne de bout en bout dans leur transformation data, sur l'intégralité de leur chaîne de valeur et sur tout le panel d'offres Artefact. Et toi, qu'est-ce qui te motive pour travailler dans cette industrie? Plusieurs choses. Déjà, c'est une industrie qui est porteuse de sens et je pense que c'est très important à titre personnel et aussi pour Artefact. On voit que c'est une industrie qui nous permet, nous, d'attirer de nombreux talents chez Artefact et aussi d'en retenir parce que les gens sont contents en tout cas de travailler pour l'industrie de la santé. Enfin, on travaille du coup parfois pour améliorer la recherche sur les maladies rares. On travaille pour effectivement réduire tout ce qui est pénurie de médicaments. Donc, je pense qu'il y a quand même des enjeux associés qui sont importants et qui, en tout cas, pour moi, sont clés. Donc, ça, c'est très important. C'est une industrie qui est en croissance aussi, qui se porte relativement bien aujourd'hui à l'échelle globale. Donc, il y a beaucoup de traction, beaucoup de projets très intéressants à mener. Et ensuite, c'est une industrie qui produit énormément de données. Donc, par exemple, un hôpital, il génère l'équivalent de 116 millions de photos par jour, donc en volume de données, donc c'est colossal. Et pour nous, qui traitons de la donnée chez Artefact, c'est notre métier, ça représente énormément d'opportunités.
énormément de projets, énormément de choses à faire. Et ça, dans des domaines aussi variés que sont la R&D sur de la recherche. Il y a un appareil industriel aussi important, donc tout ce qui est optimisation de la supply chain et de l'appareil industriel, c'est encore plus de projets à développer. Tout ce qui est bien sûr optimisation des ventes. Donc je veux dire, c'est très riche d'un point de vue, effectivement, scope de projet qui peut être réalisé au sein de cette industrie-là. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très motivant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'industrie de la santé pour Artefact, c'est environ 12% de nos activités et ça a vocation effectivement à croître dans les années à venir de manière assez massive. Comme tu disais, il y a un grand panel d'interventions que vous pouvez réaliser, de sujets, mais tu dirais que les défis les plus présents face aux nouvelles technologies d'intelligence artificielle, c'est quoi aujourd'hui pour la santé? Il y a un gros sujet déjà effectivement sur tout l'aspect recherche et développement. Donc, globalement aujourd'hui, c'est des cycles qui sont très longs. Donc on parle globalement pour mettre un médicament sur le marché, ça prend environ 15 ans. Donc on parle là de durées qui sont quand même très importantes. Ça coûte énormément d'argent. Ça coûte plusieurs milliards d'euros aujourd'hui pour les laboratoires pharmaceutiques de développer un nouveau médicament. Il y a un enjeu à vraiment réduire ces cycles-là. Et tous les laboratoires pharmaceutiques cherchent effectivement à voir comment on peut aujourd'hui leverager les nouvelles technologies pour réduire ces cycles qui sont très longs. Donc ça, nous, chez Artefact, on accompagne vraiment nos clients dans cette entreprise-là en essayant d'identifier là où sur cette intégration, sur cette chaîne de R&D, où est-ce que l'IA peut avoir de la valeur pour réduire ces cycles-là. Donc par exemple, la recherche d'un nouveau médicament, c'est quoi? C'est la découverte d'une molécule qui va pouvoir effectivement... qui représente le médicament, et d'une cible, c'est-à-dire d'un endroit dans le corps humain où cette molécule va pouvoir s'accrocher. Et du coup, donc, nous, par exemple, donc, tout ce travail-là, effectivement, ça prend du temps, c'est tout le processus de recherche. Et il y a un enjeu, effectivement, à découvrir quelles sont les bonnes cibles auxquelles les molécules vont pouvoir s'accrocher et s'assurer que ces cibles-là sont sécurisées. Donc, on part de target assessment, safety assessment. Donc, s'assurer, effectivement, qu'on peut, de manière assez... fiable et sécurisée, travailler sur cette cible-là. Donc nous, par exemple, on accompagne les chercheurs dans ce process de Target Safety Assessment. Donc comment ils font traditionnellement, c'est qu'ils se basent sur toute la littérature scientifique qui est à disposition. Donc il y a un gros travail effectivement de revue scientifique, de lecture de tous ces documents pour essayer d'arriver à identifier si déjà par le passé, il y a eu des effets secondaires ou des effets identifiés à interagir avec cette cible-là dans le corps humain pour effectivement se dire, voilà, est-ce que c'est ou pas la bonne cible? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie tout ce travail de recherche documentaire. Donc, on a créé un assistant qu'on met effectivement dans la main des chercheurs qui leur permet de screener, cet assistant screen une base de données qui comprend plus de 7 millions d'articles scientifiques et qui en retire effectivement les informations intéressantes sur la cible qui est en train d'être analysée. Donc ça simplifie énormément ce process-là. Donc là, on gagne plus de 30% d'efficacité sur ce processus de Target Safety Assessment pour les chercheurs. Donc ça, c'est un exemple qui est assez parlant et intéressant. Un autre sujet aussi, donc là on était plus sur l'aspect recherche, en tout cas les débuts du cycle, sur l'aspect clinique. Donc vous savez, une fois qu'on a trouvé un médicament un médicament qu'on veut potentiellement tester, il faut le tester. Il faut le tester d'abord sur des animaux, puis ensuite il faut le tester sur des humains. Tous ces processus d'essais cliniques sont extrêmement encadrés aujourd'hui par il y a un volume de processus réglementaires assez conséquent à mettre en œuvre, et ce qui est d'ailleurs normal. Donc il y a beaucoup de rapports à rédiger. Et nous, on aide aussi, donc ces rapports sont très chronophages à rédiger manuellement et sont souvent structurés de la même manière. Donc nous, on aide aussi sur tout ce processus de ce qu'on appelle le medical writing, la rédaction vraiment médicale de ces rapports-là, pour essayer, via l'IA générative, de les générer de manière automatique. Donc pour ceux qui travaillent dans l'industrie, on parle effectivement des rapports d'essais cliniques, on parle de la brochure d'investigation, etc. Donc là, c'est pareil, c'est un assistant qui permet effectivement sur base de documents qui ont été identifiés par les experts dans les laboratoires pharmaceutiques, de screener toute cette base documentaire et de générer de manière automatisée, effectivement, ces rapports, donc leur structure et leur contenu. Donc ça permet aussi de faire gagner énormément de temps. Donc on parle plus d'environ 50%
du temps qui était dédié à la rédaction de ces rapports peut être aujourd'hui optimisé via de l'IA. Donc là, je vais vous donner 2 exemples sur le sujet R&D qui sont assez emblématiques effectivement de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour travailler avec nos clients sur cet enjeu majeur qui est la réduction de ces cycles de recherche et développement. Ça, c'est les enjeux pour la partie R&D. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui font l'objet de défis dans la santé? Par exemple, peut-être vous y avez certainement été confrontés, mais les pénuries de médicaments qui touchent quand même aujourd'hui une grande partie effectivement des citoyens français et même à l'international. Donc on a eu le cas avec la bronchiolite l'année dernière pour les bébés, avec l'insuline aussi qui est souvent sujette à pénurie. Donc là aussi, l'IA peut aider, et la data de manière plus large peut aider de manière assez structurante les laboratoires pharmaceutiques dans la gestion effectivement de leur stock, effectivement essayer d'éviter ce problème autour des ruptures de stock et donc des pénuries de médicaments. Donc nous on essaye, bien sûr il y a d'autres raisons, les pénuries ne sont pas uniquement liées à ces sujets de supply chain, mais quand même c'est une des causes. Nous on peut travailler principalement sur ce levier-là. Comment? Donc déjà, il y a un enjeu de visibilité sur les stocks. En fait, on s'est rendu compte, comme je vous l'ai évoqué précédemment, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui génère énormément de données, mais qui ne sait pas forcément la gouverner ou la maîtriser. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de visibilité sur cette donnée. Donc, aujourd'hui, par exemple, on accompagne plusieurs clients qui ont des entrepôts partout dans le monde et qui aujourd'hui ont du mal à traquer effectivement leur stock, leur mouvement de stock, et qui ont une difficulté à visualiser leur stock à un instant T dans un entrepôt donné. Donc déjà, la data peut aider à ça. Tout simplement, arriver à visualiser le niveau de stock pour un produit donné à un instant donné et du coup être en meilleure maîtrise effectivement de ces niveaux de stock-là. Donc par exemple, nous, pour un acteur qu'on accompagne, on a construit ce qu'on a appelé une data platform supply chain, où l'objectif effectivement c'était de collecter l'intégralité des données de stock du coup qui étaient collectées par différents ERP, parce que si malheureusement ça serait trop simple s'il y avait un seul outil qui centralisait toutes ces données. Souvent, il y a de multiples outils qui sont utilisés pour notamment un outil, par exemple, par site de production. Donc là, on collecte toutes ces données-là. Et l'objectif, c'était effectivement, pour un produit donné, d'arriver à visualiser les stocks sur toute la chaîne de bout en bout. Donc ça permettait, par exemple, de savoir à quel moment, pour un produit donné, on était en train de rentrer dans ce qu'on appelle un volume de stock critique, c'est-à-dire au-dessous d'un certain seuil, on sait qu'on se met à risque sur effectivement l'approvisionnement pour un produit donné et d'arriver potentiellement à rectifier le tir. Voilà, donc on travaille vraiment sur ces sujets-là. Donc là, je parle d'abord de visibilité, mais après, il y a un autre sujet, on peut aller plus loin sur la prévision de la demande, qui est un autre effectivement cas d'usage d'intelligence artificielle qui est assez clé et majeur pour tout ce travail un peu autour du management des stocks et qui est intéressant aussi d'un point de vue conseil, c'est que ça concerne de nombreux acteurs. Ça concerne l'industrie, ça concerne les ventes, ça concerne la finance. Donc on travaille vraiment aussi à essayer d'aligner ces différentes visions pour effectivement construire un outil de planification de la demande qui soit fiable et robuste. Donc ça, c'est sur tout le sujet un peu supply chain, on va dire, et rupture. Ensuite, dans le domaine industriel, il y a énormément de choses à faire, mais comme aussi dans d'autres secteurs, plus sur le volet production. Donc avec tout ce qui est comment on peut équiper potentiellement les usines aujourd'hui de production de médicaments, de capteurs, pour arriver effectivement à collecter de la donnée en provenance effectivement des différentes machines qui produisent les médicaments et arriver par exemple à faire de la maintenance prédictive pour essayer aussi d'anticiper des problématiques qu'il pourrait avoir sur la chaîne de production. Donc ça, c'est aussi des use cases passionnants qu'on met en œuvre, qu'on peut mettre en œuvre. Et alors, quels obstacles vous rencontrez dans ce secteur? Alors, les principaux obstacles aujourd'hui, et je pense qu'ils sont assez, pour la plupart, similaires à d'autres secteurs et d'autres industries. Donc déjà, il y a tout le sujet autour de la qualité de données, de la collecte de données et de la structuration du patrimoine de données. Comme je l'ai évoqué, c'est des systèmes qui sont souvent très vieux, surtout sur les domaines, par exemple, R&D. Donc, les transformations IT prennent énormément de temps. Ce n'est pas les mêmes roadmaps que les projets IA.
Donc souvent, on a une désynchronisation un petit peu entre les transformations IT et les transformations IA. Et on a besoin du coup, effectivement, de travailler sur la collecte, la mise en qualité de ce patrimoine de données qui est souvent très éparpillé, très siloté. Donc ça, c'est un vrai challenge et enjeu auquel on fait face chez globalement tous nos clients. Le deuxième enjeu que je vois, c'est effectivement tout le sujet un peu de culture. Effectivement, et ça fait partie aussi de notre métier chez Artefact, d'accompagner la transformation des processus métiers et d'accompagner aussi la transformation des mentalités autour de ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on est sur des industries aujourd'hui qui ont entamé leur transformation un peu plus tard que les autres, et du coup qui ne sont pas encore toutes dotées de talents, effectivement, data, IA, avec des compétences, data, IA, digital, etc. Donc il y a cet enjeu de changement culturel à opérer pour mettre en place des nouvelles manières de travailler de manière beaucoup plus transverse aussi, en collaboration avec les métiers. Et c'est aussi une transformation, comme j'ai évoqué, du métier en tant que tel, qui est nouveau sur ces sujets-là. Donc ça, tout le sujet de formation, qui est un enjeu assez majeur. Certains laboratoires pharmaceutiques ont déjà vraiment pris le tournant, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble. Et ensuite, le dernier enjeu que je vois, c'est effectivement tout le sujet de partage de données. On a beaucoup parlé de l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu assez fort aussi de collaboration de l'écosystème au global, notamment avec les acteurs publics, avec les hôpitaux, avec effectivement les institutions publiques. Et du coup, il y a un enjeu de voir comment, tout en respectant bien sûr la confidentialité des données du patient, on peut arriver à mieux partager ces données au bénéfice de la recherche publique. Donc comment, et là il y a plein de technologies la réponse n'est pas uniquement technologique, elle passe aussi beaucoup par la collaboration, par du processus métier entre ces différentes entités, mais il faut aussi que la technologie suive pour pouvoir permettre effectivement à ces acteurs-là de partager leurs données en toute confidentialité. Donc là, il y a des technologies intéressantes qui apparaissent comme ce qu'on appelle par exemple les clean rooms, qui permettent à chaque acteur de partager leurs données, de travailler sur des bases de données communes, tout en préservant la confidentialité des patients, préservant aussi la propriété des données, donc c'est-à-dire chaque acteur reste propriétaire de sa donnée, d'être en capacité de tracer l'intégralité des actions qui sont faites aussi sur la donnée par les différents acteurs. Donc on voit de plus en plus de consortiums apparaître quand même, ça c'est positif. Il y a le Health Data Hub notamment qui a vocation aussi à se positionner comme un acteur qui justement fait le lien entre la sécurité, entre les données de la sécurité sociale et les données potentiellement d'autres acteurs de l'industrie, mais pas que, d'autres consortiums qui se créent pour arriver justement à désiloter cette donnée. Donc ça, c'est aussi un des enjeux majeurs que je perçois. On a beaucoup parlé d'éthique de l'intelligence artificielle dans ce podcast. J'imagine que dans le secteur de la santé, vous y êtes particulièrement confronté à ce sujet. Comment ça se traduit ? Ça se traduit effectivement sur plusieurs volets. Je pense que le premier sujet, c'est tout ce qui est effectivement infrastructure. Si je commence par les couches basses, confidentialité effectivement des données. Donc nous, on travaille souvent sur des infrastructures qui sont certifiées effectivement pour être en capacité d'accueillir et héberger des données de santé. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle les infrastructures HDS. Donc c'est des infrastructures qui sont dédiées et qui peuvent du coup accueillir ces données-là. Ça se matérialise principalement là-dessus. Donc sur le volet effectivement infrastructure déjà. Ensuite sur le volet anonymisation, bien sûr, pseudonymisation des données. Donc on travaille aujourd'hui exclusivement, en tout cas quand on traite de la donnée patient, sur des données qui sont anonymisées, pseudonymisées. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ces sujets, de start-up qui se positionnent aussi sur ces sujets-là, de comment on peut arriver à générer de la donnée synthétique, notamment pour éviter de travailler sur les données des patients. Donc je peux citer par exemple une technologie qui s'appelle Octopice qui permet de faire ça. Donc c'est se dire comment on arrive vraiment à générer de la fausse donnée patient sur base de données patients existantes, ce qui permet justement un peu de préserver cette confidentialité et aussi bien sûr de travailler sur le volet éthique que vous évoquez. Et ensuite, donc j'ai parlé d'infrastructure, j'ai parlé effectivement d'anonymisation. Le dernier sujet, c'est par exemple sur les IA génératives. Nous, il y a toujours un contrôle humain dans la boucle. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans l'industrie au global. Aujourd'hui, on ne parle pas d'IA générative pour remplacer le professionnel de santé ou pour remplacer un maillon essentiel effectivement de la chaîne. C'est toujours effectivement en complément
en complément de l'humain. Et c'est plus une augmentation de l'humain qu'un remplacement de l'humain. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel l'industrie est très alignée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu l'autre côté. Par exemple, la data et l'IA peut aussi vraiment aider l'industrie dans ce sujet d'éthique. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de bras de contrôle synthétique. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quand on met en place un essai clinique, donc je parlais des enjeux R&D au préalable, donc on teste un médicament sur une population malade. Donc l'idée, c'est par exemple, si on prend le cancer, on va tester un nouveau traitement qui a vocation effectivement à donner, on va dire, de l'espoir à des gens qui n'en avaient plus. Donc un nouveau traitement qui permettrait de traiter des cancers, par exemple, incurables. Donc on va donner le médicament à une partie de la population, à une partie du groupe, et à l'autre groupe, on va donner un placebo. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet de se dire, on donne à des gens qui sont potentiellement condamnés un placebo, alors que c'est la dernière chance pour eux de s'en sortir. Donc là, par exemple, l'IA, on peut voir l'IA effectivement comme une crainte, comme une menace, mais là, il faut la voir aussi comme un espoir, de se dire demain, comment on peut remplacer effectivement ces bras de contrôle-là, ces groupes qui prennent du placebo par des bras de contrôle synthétiques. Donc du coup, c'est-à-dire générer de la fausse donnée qui permettrait effectivement de simuler effectivement ce groupe placebo, et du coup ne plus avoir à donner ces cachets à des gens qui sont factuellement malades. Donc je trouve que voilà, il y a quand même aussi des belles opportunités pour accompagner aussi le secteur sur ces enjeux-là. Alors, le cœur métier d'Artefact, c'est quand même à la base le marketing. Est-ce que dans l'industrie de la santé, il y a aussi des sujets marketing ? Bien sûr, donc on est beaucoup consulté en ce moment sur tous les sujets marketing mix modeling, donc dont l'objectif c'est vraiment d'arriver à identifier l'impact de chaque effectivement levier marketing sur les ventes. C'est d'autant plus important en pharma, parce que c'est un use case qui existe vraiment dans toutes les industries, car l'accès, effectivement, c'est très difficile de relier les données de vente, les relais de prescription qui sont fournis par des tiers, aux données du coup d'activité marketing. Donc ce lien est aujourd'hui quasiment impossible à faire. D'où l'importance de ces projets-là pour arriver effectivement à donner des recommandations aux équipes marketing sur effectivement comment ils doivent faire, comment ils doivent construire leur budget et sur quoi ils doivent investir. Donc ça, c'est très, très important. Donc par exemple, on est en capacité de dire, avec ce genre d'analyse, on voit aujourd'hui que l'impact du digital est important sur les ventes. En tout cas, il est aujourd'hui en sous-investissement. C'est-à-dire dans l'industrie pharmaceutique, on a tendance à investir principalement sur les forces de vente terrain. Donc, vous savez, les fameux délégués médicaux qui du coup visitent les professionnels de santé, visitent les pharmacies pour effectivement promouvoir les médicaments des laboratoires. Donc un gros investissement est fait sur ces sujets-là. Sauf qu'aujourd'hui, les enjeux des laboratoires pharmaceutiques, c'est aussi l'efficacité opérationnelle. Donc aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à faire généralement, c'est mettre sur le marché de nouveaux médicaments, de nouvelles indications, sans forcément augmenter le volume de leurs visiteurs médicaux. Donc il y a un sujet d'efficience. Donc il y a un sujet, on est souvent consultés sur comment on peut faire plus avec le même volume de visiteurs médicaux. Donc, il y a un sujet de voir, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on est à saturation sur un réseau donné ? C'est-à-dire se dire, est-ce que si on rajoute un visiteur médical en plus, ça va nous donner beaucoup plus de ventes ? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est souvent, non. On se rend compte via ces analyses MMM que pour certains produits, pour certaines indications, on est à saturation sur ce canal qui est les forces de vente physiques. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait beau rajouter des visiteurs médicaux, ça n'apporterait pas plus de ventes. Mais par contre, on est effectivement en sous-investissement sur le digital. C'est-à-dire qu'on peut encore investir massivement afin d'arriver à saturation. Donc, c'est-à-dire que tout investissement incrémental dans le digital pourrait apporter de la vente incrémentale. Donc, voilà. Et ces analyses sont d'autant plus intéressantes quand on combine l'impact des différents canaux. Donc, quel est l'impact combiné du digital avec effectivement les forces terrain. On est aussi de plus en plus sollicité sur des marketing médical, mix modeling. Donc vous savez, l'industrie pharmaceutique, il se repose sur des forces de vente terrain, mais ils ont aussi toute une activité qui n'est pas de la vente, qui est ce qu'on appelle du médical, qui sont effectivement des forces terrain qui vont visiter les médecins, mais qui ne parlent pas des produits, qui parlent plutôt effectivement des molécules, plus de l'expertise scientifique, de leur expérience scientifique.
Et on a aussi un enjeu à arriver à mesurer l'impact de ces forces-là, qu'on appelle les Medical Science Liaisons, MSL, pas sur les ventes, parce que c'est interdit pour des raisons de compliance, mais sur d'autres indicateurs, comme par exemple l'image du laboratoire, ce genre de choses. Donc, en tout cas, on travaille beaucoup sur ce use case-là, qui est le use case MMM. Il y a aussi des gros enjeux sur comment on peut supporter la force de vente dans l'exercice de la visite médicale, comment on peut les aider à effectivement bien préparer leur visite, les aider aussi à avoir une vue 360 sur les interactions que le médecin peut avoir avec le laboratoire, donc c'est-à-dire les sollicitations qu'il a pu avoir en digital, par les emails qu'il a pu recevoir des équipes marketing, les congrès auxquels il a pu assister. Aujourd'hui, toutes ces équipes travaillent vraiment en silo. Et l'idée, c'est de dire comment on peut arriver à les faire travailler ensemble, à avoir une vue 360 des interactions du médecin avec le laboratoire. Et aussi comment on peut leur pousser des recommandations. Des recommandations de contenu à adresser avec un médecin donné pour une visite médicale donnée. Par exemple, il y a des médecins qui vont être beaucoup plus sensibles à l'efficacité du médicament. D'autres qui vont être beaucoup plus sensibles à la tolérance du médicament. Il y en a qui vont être très sensibles sur effectivement ce que font leurs pairs. Il y en a, ça va être moins le cas. Donc comment on arrive effectivement à bien orienter effectivement le discours pour que ça ait le plus de valeur pour le médecin. Voilà, donc on travaille sur tout ça et c'est souvent de ce qu'on appelle des moteurs de recommandation qui sont directement intégrés dans les outils des visiteurs médicaux et qui permet vraiment de les accompagner du coup dans cet exercice-là au cours de leur visite médicale. Donc ça, c'est 2 grands use cases que je vois dans le domaine marketing. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, c'est deux majeurs qu'on rencontre souvent. Et comment tu vois ton secteur évoluer dans les prochaines années? Donc du coup, en ce qui concerne Artefact et nos enjeux, je pense qu'on a maintenant un très bon, on va dire une très bonne représentativité sur tout ce qui est industrie pharmaceutique. Donc on a une vingtaine de clients aujourd'hui à l'échelle globale dans cette industrie-là. On a un enjeu, une forte volonté, donc déjà de continuer à croître ce segment, notamment à l'international. Donc c'est un gros enjeu, et surtout de se développer sur d'autres segments de l'industrie de la santé, notamment les hôpitaux, le milieu hospitalier, les cliniques privées, etc., où il y a des gros sujets, effectivement, également de tout ce qui est démocratisation de l'accès aux soins, comment aussi on peut accompagner le personnel soignant et faciliter aussi leurs conditions de travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec la data et l'IA aussi dans ce segment de marché-là. Et c'est aussi une volonté de notre part d'arriver petit à petit à s'en rapprocher. Donc voilà, on commence, on a investi beaucoup cette année sur tout ce qui est secteur public et on espère avoir l'opportunité de travailler sur ces sujets-là dans les années à venir. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui te tient à cœur? Écoute, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, mais peut-être, oui, un sujet sur effectivement les talents chez Artefact qui travaillent sur ces sujets, de l'industrie de la santé. Donc déjà, merci à eux, parce que je pense qu'en 4-5 ans, on a quand même développé une expertise notable sur le secteur et quelque chose de très important pour nous. Et je pense que ça a été un travail aussi sur le long terme, c'est le développement de cette expertise métier. Donc chez Artefact, nous, on a des talents data IA à l'origine, donc des ingénieurs, des consultants qui sont tous spécialisés sur ces sujets-là. Et c'est ça notre valeur, le fait qu'on a un pur player de la data et de l'IA. Mais en plus, pour arriver effectivement à apporter de la valeur à nos clients, on a dû aussi monter en compétences de manière très importante sur toute la connaissance métier qui est afférente au domaine et qui est très pointue et spécifique. Et du coup, là, aujourd'hui, on a environ 150 personnes à l'échelle globale qui sont vraiment spécialisées sur ces enjeux data IA en santé. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc un vrai enjeu, on va dire, de compréhension du contexte métier, de la connaissance des processus métiers. Donc voilà, donc je voulais aussi mettre en valeur cette équipe-là qui a fait beaucoup de travail pour arriver effectivement à ce niveau de connaissance-là. Pour conclure, Justine, est-ce que tu aurais une recommandation à nous partager? Un livre, une émission, un article pour approfondir sur le sujet IA et santé? Peut-être du coup pour rebondir sur ce que je viens de dire sur l'enjeu effectivement de monter en compétence sur les sujets métiers. Donc nous on a un livre qu'on aime beaucoup
avec mes équipes. C'est celui qui s'appelle Demystify Pharma, qui permet vraiment justement d'avoir une bonne vision des enjeux du secteur de manière assez condensée, synthétisée, qui permet quand même d'arriver à avoir une vision assez spécifique des enjeux. Donc ça, c'est un livre intéressant. Et sinon, effectivement, pour se tenir au fait de l'actualité un peu de l'industrie, donc à titre personnel, donc bon, déjà je suis abonnée à une newsletter TIC Pharma qui est française, mais qui quand même permet de bien suivre tout ce qui se passe effectivement dans l'industrie de manière très bien résumée. Et aussi donc, le site Fierce Pharma qui va un peu plus loin sur ces sujets d'actualité de l'industrie à l'échelle globale, mais qui permet aussi d'avoir une bonne vision. Justine, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de The Bridge.